Bonjour à tous, bienvenue pour cette reprise des webinaires de l'intelligence artificielle MIAI. Donc, C'est pas je encore suis Philippe commencé, Viexorek. excuse-moi. C'est pas encore Pardon. commencé, je suis en train Ah, de... pardon, je pensais qu'on avait démarré déjà. Je vais vous dire stop. Comme j'ai entendu, c'est ça enregistre, je me suis dit, c'est bon, on est en ligne. Hop. Tu me donnes le top, du coup? Du coup, j'attends juste YouTube. On va peut-être donner le top quand Manu devra partager l'écran aussi. Alors, ça y est, alors vous voyez le YouTube en fait maintenant, c'est ça? On voit l'enregistrement live YouTube, ouais, effectivement. Ouais, du coup, hop, je change. On va peut-être donner le top quand Manu devra partager l'écran aussi. Oui, bah, ça, dès que j'ai parlé, en fait, dès que j'ai fini l'intro en 2 minutes, effectivement, tu pourras enchaîner, ouais. Ouais. Alors, Je vous inviterai à vous présenter, c'est en bon, fait, c'est à ce moment-là je où tu coupe le pourras. micro, Ouais. je partage l'image et c'est parti. OK. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle, aux usages de l'intelligence artificielle et notamment aujourd'hui appliquée au monde de la défense. Donc, je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation chez Minalogic et en charge effectivement de la thématique intelligence artificielle. On a le plaisir de reprendre ces webinaires qui ont pour but de effectivement diffuser et d'expliquer un peu dans les saisons passées la technique derrière l'IA. Et à partir de cette année, sur 2023, on va plutôt en explorer les usages appliqués à différents secteurs industriels. Je m'excuse de ne pas avoir d'image, mais j'ai une connectivité assez défaillante qui fait tomber ma connexion dès que j'affiche mon image. Donc, je resterai l'homme sans tête aujourd'hui. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir à la fois Kevin Derrien et Emmanuel Mazer de la société ProBuys qui vont nous parler effectivement de l'IA, l'utilisation de l'IA dans le monde de la défense. Donc Emmanuel, Kevin, si vous voulez vous présenter et partager votre présentation. On part sur une petite demi-heure, enfin une demi-heure de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions avec le bouton dédié à cet effet et on prendra les questions en fin de présentation. Merci beaucoup et bon webinaire. Bon, Emmanuel Mazer, donc je suis conseiller scientifique chez ProBuys. Je m'occupe assez spécialement des problèmes liés à la défense chez ProBuys. Bonjour, Kevin Derrien. Moi, je suis directeur commercial au sein de ProBuys. Ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis dans la société. Je gère l'équipe commerciale et je suis notamment en charge du développement de nos activités de défense automobile. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Non. Alors, là, je ne sais pas ce qui se passe. Votre écran est en pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre partage d'écran est en pause. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Reprendre peut-être. Est-ce que ça, c'est mieux? Ah, c'est bon. OK. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses là qui se passent sur l'écran. Alors, Kevin, je te laisse démarrer. Oui, merci Emmanuel. Donc, je vais passer au slide numéro 2, s'il te plaît. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur sur le sommaire, donc je vais vous présenter rapidement ProBuys, ce qu'on est, qui on fait. Ce n'est pas le cœur du sujet, on va vraiment attaquer après avec Emmanuel, le sujet autour de la défense. L'objectif pour nous est de vous montrer un petit peu les use cases qu'on a pu avoir dans le domaine de la défense, vous présenter ce qu'on a fait, notamment la partie technique, et comment est-ce que chez ProBuys, on arrive à appliquer ces domaines techniques qui sont de pointe, après à les appliquer à un domaine plutôt civil, et du coup à vous montrer les applications duales qu'on utilise chez ProBuys.
Donc, on va vous présenter à chaque fois 2 cas d'usage. Un cas d'usage autour de la reconnaissance de situation, un défense, un civil. Pareil pour la planification d'environnement, un cas d'usage défense, un cas d'usage civil. Et on finira par des questions-réponses. Emmanuel, je veux bien que tu passes au slide suivant. Donc, d'accord. Voilà, qui on est. Probase, on a été créé en 2003. On est issu d'un essaimage entre l'INRIA et le CNRS sur une brique des réseaux bayésiens. Notre spécialité, c'est la data science et l'intelligence artificielle, donc tout ce qui tourne autour du traitement, de l'analyse de la donnée. Depuis de petites particularités pour nous, c'est que depuis 2016, depuis juin 2016, maintenant, on fait partie du groupe La Poste. Donc, on est une filiale à 100% du groupe, ce qui implique que pour nous, qu'à peu près 60% de notre business provient du groupe, sur des sujets divers et variés comme la banque, la logistique, la maintenance, et 40% de notre business provient de nos clients industriels avec un I majuscule historique. On est au cœur d'un écosystème pointu de R&D, donc on fait partie de plusieurs clusters nationaux et régionaux, dont fait partie Minalogic. Et on a gardé un lien très fort avec le monde académique, notamment sur les projets collaboratifs, des testifs. Et on a gardé 3 de nos fondateurs, qui sont de nos conseillers scientifiques, notamment Emmanuel, qui sont repartis dans leurs laboratoires initiaux, qui sont l'INRIA, le Collège de France et le CNRS. L'objectif pour Probase, c'est de venir appliquer les derniers modèles mathématiques à la mode dans ces laboratoires pour leur trouver une application industrielle concrète. Donc, être vraiment le lien entre le monde R&D labo et le monde industriel. Emmanuel, slide suivant, s'il te plaît. Notre offre. 80% de notre business provient de notre offre phare qui est le conseil à la solution sur mesure. C'est-à-dire qu'on a très peu de boîtes noires, on verra après, on n'en a que 4. Nous allons développer à façon un algorithme mathématique d'intelligence artificielle. Donc, on va répondre à une problématique client. On fait du service outillé spécialisé en intelligence artificielle. Donc, on va venir développer des algorithmes et on va venir les déployer en production, puisque nous avons aussi une équipe d'informaticiens et d'architectes, pour pouvoir déployer, industrialiser ces modèles mathématiques. Nous avons quelques solutions packagées. Nous avons une solution packagée qui s'appelle Alfred, qui permet d'imputer automatiquement les factures dans le bon numéro compte comptable. Nous avons notamment une offre chatbot qui s'appelle Arol, notamment à destination des process internes de nos clients, business, marketing, juridique, RH. Nous avons une offre Fraudia, qui est la fraude à la carte bancaire. Et nous avons une offre Optinet, qui est l'optimisation des plans de transport, notamment dans le domaine de la logistique. Et depuis 2020, nous avons lancé la Probase Academy. Donc, depuis la création de Probase, on a accrédité organismes de formation et nous avons pu structurer notre offre de formation avec le lancement de la Probase Academy à la fois en interne au sein du groupe La Poste, en externe auprès de nos clients historiques. Donc, qui va de l'acculturation à l'IA, en passant par du développement Python sur la data science, le machine learning, traitement automatique des langues et vision par ordinateur notamment. Donc, nous avons un parcours de formation dédié spécifique pour nos clients. Voilà, je crois que j'ai fini la présentation de Probase. Je serai ravi d'échanger avec vous ultérieurement. Ah non, une dernière slide. Donc, nos technologies utilisées, donc on a tout d'abord des principes en machine learning, en modélisation des connaissances expertes. On a des personnes qui sont spécialisées en vision par ordinateur et fusion de capteurs. C'est notamment les technos qu'on utilise dans le domaine de la défense que vous présentera Emmanuel et dans le domaine de l'automobile. C'est plutôt tout ce qui est perception de l'environnement, donc détection et classification d'objets dans un environnement. On a des personnes qui sont spécialisées en traitement automatique des langues. D'autres gens spécialisés en prédiction et scoring pour tout ce qui est maintenance et maintenance prédictive notamment. Les réseaux bayésiens qui historiquement est très présent chez Probase. Et enfin, la dernière équipe qui est la recherche opérationnelle. Donc, eux vont venir se nourrir des prédictions de leurs copains data scientists pour pouvoir faire l'optimisation, notamment de la chaîne logistique qui en découle. Et nous avons une équipe dédiée spécifique en informatique sur l'industrialisation et le déploiement, que ce soit en big data, en cloud ou sur des systèmes embarqués dont la défense et l'automobile sont friands. Donc, je vais maintenant vous parler d'exemples d'innovation duale en IA chez Probase. Donc, dual, ça veut dire en fait que les technologies de base sont à la fois utilisées dans le monde de la défense et à la fois dans des applications civiles. Donc, on a pensé intéressant de vous montrer justement cette dualité à chaque fois en présentant un volet défense, un volet civil, avec 3 grands domaines, la reconnaissance de comportement, la planification de trajectoire et la reconnaissance d'objets. Donc, en fait, l'idée de la reconnaissance de comportement, c'est de voir un petit peu quels sont les comportements des éléments sur le champ de bataille.
dans le civil, ça peut être le comportement des voitures sur les routes, avec un axe technologique basé sur globalement les réseaux de neurones profonds et les récurrentes neural networks. La planification de trajectoire, c'est un exemple où on va à la fois utiliser donc du big data, c'est-à-dire des bases de données, souvent des bases de données géométriques, des systèmes d'information géographiques, disons multidimensionnels, je reviendrai. Ça peut être donc utilisé dans la planification de trajectoires, par exemple pour des missiles, mais aussi pour la planification de trajectoires, cette fois-ci pour des porte-conteneurs dans le domaine civil. Je ne parlerai pas donc de tout ce qui est reconnaissance d'images, parce que c'est un peu plus classique dans le domaine de l'IA, mais on a un groupe très fort et aussi on est lié par des contraintes, disons, de confidentialité. Donc, je vais commencer par le premier cas d'usage, qui est la reconnaissance de situation pour la défense. Donc, c'est un projet qui a été mené dans le cadre d'une initiative lancée par la Direction générale de l'armement et menée en collaboration avec Dassault Aviation. Donc, l'idée du projet et son objectif, c'était de classifier les manœuvres d'avions à partir d'observations hétérogènes. Et donc, c'est en fait pour repérer un petit peu quelles sont les manœuvres des avions adverses voilà, dans l'espace aérien. Alors, la difficulté, c'est qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de cas d'école réels, et donc il faut créer des simulateurs qui soient réalistes de manière à pouvoir entraîner les réseaux de neurones. Alors, donc, on va arriver à, c'est un point assez crucial, cette relation entre la création de simulateurs pour entraîner des réseaux de neurones et en fait, le fait que les systèmes obtenus soient opérationnels. Je reviendrai plus tard. Mais globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des simulateurs qui, à partir de modèles dynamiques de l'avion, vont simuler un certain nombre de comportements d'intérêt en introduisant des aspects aléatoires, c'est-à-dire le temps d'accélération, le temps de décélération, l'angle de virage, ce genre de choses. Ces choses-là peuvent être en fait guidées par l'incertitude qu'on a sur les possibilités, disons, dynamiques des avions. Voilà, un Mirage ne tourne pas à la même vitesse qu'un MiG, etc. Donc, les comportements d'intérêt, vous en avez une liste ici. Il y a des comportements qu'on comprend très bien, comme l'accélération, la décélération, qui sont, voilà, est-ce que l'avion monte, est-ce que l'avion descend, etc. Il y a des comportements un peu plus techniques, comme par exemple crank, qui est en fait une manœuvre typique lorsqu'un avion a largué un missile, qui consiste à maintenir, disons, dans un cône d'une liaison montante, le missile dans la vue de son cône de liaison montante, de manière à pouvoir continuer à lui transmettre des informations. C'est ce genre de choses. Et évidemment, lorsqu'on s'aperçoit qu'un avion fait une manœuvre crank, cela veut dire qu'il a voilà, largué son missile. Alors, pour faire ce projet, on a déjà considéré ce qu'on appelle des approches baseline, c'est-à-dire des approches classiques qui vont nous permettre en fait de mesurer quantitativement la performance des systèmes. Dans le cas présent, on en avait deux, un à base de SVM, Support Vector Machine, et l'autre à partir de réseaux bayésiens naïfs. Et puis, l'objet de l'étude, c'était de faire deux approches type deep learning, avec deux architectures, une architecture basée sur les réseaux de neurones récurrents et une architecture basée sur des plus classiques, sur des couches de convolution à trous, avec deux approches, une où chaque réseau de neurones classifie, disons, un type de comportement, et un autre où c'est le réseau qui lui-même fait la classification multilabel. Donc, en fait, le résultat un peu de l'étude, c'est de voir que, disons, les réseaux récurrents multilabels sont probablement la bonne approche, avec, selon les types de comportements, différents, je dirais, résultats. Tout ce qui est un peu dynamique, des résultats très bons, c'est-à-dire on est capable de repérer très rapidement
le type de comportement dynamique, non directionnel, je dirais. Est-ce que je monte, est-ce que je descends, voilà, ce genre de choses. Les comportements directionnels de type notch, crank, etc., disons, il faut un peu plus de temps. En plus, certains sont mélangés au premier, c'est-à-dire vous pouvez faire un crank en plongeant, en perdant de l'altitude, ce genre de choses. Et évidemment, il y a le problème de la sélection du seuil, c'est-à-dire quand est-ce qu'on décide de présenter, disons, le résultat au pilote ou, disons, voilà, à l'opérateur. Ça, disons, c'est quand même, bon, c'est un point un peu crucial, parce que plus on met un seuil élevé, meilleur, on n'affiche que les résultats certains, mais bon, voilà, il reste pas mal d'incertitudes. Les résultats plus bas, on affiche des résultats moins certains. Et surtout, les résultats avec des seuils très élevés demandent plus de temps pour classifier, ce qui est, comme tout, assez logique. Donc, ce qui est clair, c'est que les approches de type deep learning sont bien meilleures que les approches naïves, disons, courantes. Je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est que le simulateur peut faire preuve d'une grande variabilité, c'est-à-dire qu'on peut mettre des temps voilà, pour les manœuvres qui sont très variables, avec des trajectoires qui sont elles-mêmes très bruitées. Et en fait, ça n'oblitère pas, je dirais, la qualité des résultats. Mais peut-être le point important, c'est le dernier point, qui est que bien que vous entraîniez ces modèles avec des données simulées, dans le projet MMT, donc ce projet, à la fin, on a testé ces modèles avec de véritables trajectoires d'avion et qui faisant de ces véritables manœuvres. Et on a vu que, disons, c'était quand même toujours valide. Et ça, c'est peut-être le résultat le plus intéressant. Alors, pardon. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très similaire qui utilise finalement des choses très voisines, qui est la détection de comportements pour repérer si des voitures changent de ligne sur une autoroute. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait avec Toyota. Toyota, c'est un client historique de ProBuys. On a travaillé sur de nombreux domaines avec eux depuis la création de la société, c'est-à-dire depuis presque 20 ans. Et l'idée, là, c'était de fournir un outil au conducteur qui lui permettait d'anticiper les comportements des véhicules qui l'entourent sur un système d'autoroute. Donc, c'est une collaboration avec Toyota. Toyota nous a fourni des éléments comme voilà, repérer les voitures, le marquage, faire de la fusion multicapteur. Les voitures sont équipées de plusieurs capteurs, lidar, système binoculaire, etc. Et donc, partant de ces données brutes, on va faire un système d'apprentissage où, cette fois-ci, les annotations vont être faites de façon automatique. On comprend bien que bon, quand on laisse le temps passer, on voit bien si un véhicule a ou non changé de ligne ou continué tout droit. Donc, en fait, ce qu'on va fournir à Toyota comme résultat, c'est une classification. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de système, c'est de trouver les techniques qui vont nous permettre, disons, d'embarquer les systèmes préentraînés dans les véhicules sans, je dirais, une usine à gaz de GPU, etc., mais en limitant la puissance calcul. Donc là, on a évidemment obtenu des résultats qui sont des résultats plutôt très bons, puisque en gros, bon, on obtient des taux de prédiction de l'ordre de 95% pour classifier entre est-ce qu'un véhicule est en train de passer sur la voie de droite, la voie de gauche, ou est-ce qu'il est en train d'aller tout droit. Donc, aujourd'hui, les performances ont été jugées satisfaisantes. Vous voyez qu'on peut quand même prédire assez longtemps à l'avance un changement de ligne. Alors, il y a cette distinction entre franchir la ligne et toucher la ligne, donc, qui est importante.
et bon, des taux de rappel qui sont très bons. Donc, le résultat de tout ça, c'est que en fait, ce système va équiper les véhicules Toyota de type Lexus en 2023. Et on a fait tout un tas d'études qui visaient justement à permettre de réduire la taille des calculs, enfin la puissance de calcul nécessaire à l'exécution de ces modèles pour pouvoir l'embarquer sur ce type de véhicule. Voilà, donc ça, c'est un exemple un petit peu de développement dual. Je vais vous en présenter maintenant un deuxième, qui est en fait la planification de trajectoires en environnement complexe. Donc, en fait, l'idée ici, c'est de planifier des routes de missiles dans le cas de la défense, dans des terrains très accidentés. Donc, le contexte, en fait, de cette étude, c'est dans le cadre, disons, de la planification de missiles. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on tire un missile de croisière, en fait, le temps de planification est très long, ce qui ne permet pas, en fait, de s'adapter à des changements de conditions opérationnelles. Par exemple, connaître la position d'un système de défense au dernier moment, changer d'objectif au dernier moment. Et donc, l'idée, c'est d'obtenir des systèmes de planification très rapides, avec aussi une autre idée qui était un peu la marque de fabrique de ProBase, qui est de tenir compte de l'incertitude pour planifier les trajectoires. Alors, je vais m'expliquer en 2 secondes là-dessus. C'est qu'en fait, les systèmes de planification de trajectoire actuels ajoutent des marges en dessus des marges. C'est-à-dire qu'on prend la marge qui est liée à l'incertitude du terrain, on rajoute la marge de l'incertitude qui est liée au contrôle du véhicule lui-même. Et du coup, on ne peut pas vraiment voler à basse altitude, parce que toutes ces marges font qu'on vole à assez haute altitude. Et le but, excusez-moi, c'est d'échapper en fait au système radar ennemi et donc de voler à plus basse altitude possible. Alors là, l'idée, c'est de manipuler un très grand nombre disons, c'est du big data dans le sens où on a énormément de données. Bon, dans le cas présent, c'est donc des données surtout de bases de données géographiques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs systèmes de planification pour, d'une part, trouver une route qui évite, je dirais, les systèmes de défense, et puis des routes qui, surtout, collent au sol, et enfin, des systèmes qui vont déterminer l'incertitude. Et on verra que c'est important. Par exemple, on comprend bien qu'en fait, les lignes de visibilité d'un radar, elles sont très sensibles au mètre près, en gros, à la dizaine de mètres près, en tout cas, à l'altitude. Et comme on est dans un domaine incertain, c'est-à-dire que le missile en lui-même vole, disons, dans une enveloppe, c'est très important d'avoir une probabilité de détection plutôt que détection ou non-détection. Alors pour ça, on part de modèles. Bon, ça peut être des modèles simplifiés. Un modèle de missile réel, c'est un modèle assez gros à faire tourner. Nous, on part de modèles simplifiés, mais en fait, ces modèles simplifiés sont une très bonne approximation. Pardon. Sont une très bonne approximation disons, de la réalité et donc des modèles complexes. Alors, on construit donc des systèmes basés sur des algorithmes RRT qui vont en fait explorer l'espace et dans cette exploration, trouver les trajectoires qui à la fois évitent le plus possible de passer dans les zones d'influence des systèmes de détection ennemis
et qui minimise aussi, qui essaye aussi de trouver des temps de vol le plus court possible pour économiser le carburant, éventuellement prendre des solutions alternatives à la fin. Ensuite, on a des programmes d'optimisation pour en fait coller les trajectoires au sol. Alors, une des caractéristiques, c'est de savoir faire ça dans l'espace de contrôle du missile. L'espace de contrôle, c'est essentiellement la position des gouvernes. Hein. Et ça donne en fait toujours des trajectoires réalisables. Donc, c'est voilà, c'est une des marques de fabrique de ProBase que de savoir, excusez-moi, je dirais, se coltiner avec des programmes d'optimisation de grande dimension. Et donc, c'est ce type de choses qu'on fait, donc beaucoup d'optimisation. Et tout ça, ça doit être couplé à des calculs géométriques extrêmement rapides, hein, parce qu'on a besoin de, disons, ben voilà, vous voyez, de faire des calculs d'intersection, qui plus est des calculs d'intersection probabilistes. Et donc, on est forcé, disons, de se coltiner des espaces, des bases de données géographiques très importantes. Et voilà, trouver des méthodes de représentation. On a des modèles hiérarchiques, par exemple, d'obstacles, qui nous permettent d'aller très rapidement, de savoir si ou non on est dans la ligne de visée d'un ADU, d'un anti-defense unit, quoi. Voilà, ce genre de choses. Alors, en fait, aussi, donc c'est l'objet un petit peu de la petite vue qui doit s'animer à droite de votre écran, c'est que vous voyez que le système, en fait, calcule des ellipses d'incertitude où, en fait, on est certain de passer. Et c'est grâce à ces ellipses, en fait, qu'on peut descendre les trajectoires et donc obtenir des trajectoires à extrêmement basse altitude, tout en étant absolument certain de rentrer dans le cadre disons, d'avoir des trajectoires qui sont sans collision. Donc, c'est un petit peu ce genre de système qu'on a réalisé pour la défense. Et dans le même ordre d'idées, on peut utiliser ce genre de système pour planifier des routes de bateaux. Alors là, le truc, c'est que on a travaillé donc avec CMA-CGM, qui est le numéro 2 mondial du transport maritime. De nouveau, c'est une collaboration qui s'étend sur plus de 10 ans. Enfin. Et donc, l'idée là, c'est qu'on a de multiples contraintes qui sont, bon, évidemment, les contraintes de profondeur, comme on l'imagine, la distance aux côtes, mais on rajoute à ces informations géométriques des contraintes météorologiques, et donc des cartes météorologiques de différentes natures, les vents, l'état de la mer, les courants marins, les ondes de glace. Et on rajoute à ces cartes des contraintes réglementaires qui sont les plages de puissance autorisée. Il faut savoir que les bateaux peuvent utiliser différents types de fuel selon l'endroit où ils se trouvent. Et donc, il va falloir en fait, comme contrainte, il va falloir prendre en compte toutes ces contraintes, en particulier pour arriver à l'heure, et non pas en avance ou en retard, au port de destination, tout en évidemment respectant toutes ces contraintes et en assurant la sécurité du navire. Donc, c'est un système qui demande de manipuler énormément de données. Alors, c'est peut-être aussi la façon de travailler de ProBase que de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour essayer en fait justement de coller le plus près à leurs besoins et non pas de leur imposer une solution technique répondant que partiellement à leurs besoins. Donc là, on a, depuis toutes ces années, on a développé un système et en particulier, on a fait des systèmes qui reposent aussi sur les données AIS. Bon, les données AIS, c'est les données en fait
de trajectoire de chaque bateau. Donc ça, c'est des données dont on dispose a posteriori. Mais ces données AIS, en fait, sont extrêmement importantes, je dirais, pour réaliser des routes, surtout au moment, disons, où l'on accoste, enfin, où l'on arrive en vue des côtes, ou dans des passages un peu délicats, parce que les capitaines des navires, bon, ben, voilà, ils suivent les routes dont ils ont l'habitude, et on peut, en utilisant ces données AIS, recoller les routes, disons, qui évitent ben, voilà, les trop fortes tempêtes, tout ce genre de choses. On peut les recoller à la fin pour l'accostage, avec ces données AIS. En plus, il faut des systèmes, si vous voulez, qui sont très rapides, hein, puisque une entreprise comme CMA-CGM a environ 400 navires, et ces routes sont planifiées très régulièrement. Donc, il y a des mises à jour en permanence, et donc il faut être capable, disons, de trouver ce type de route. Alors, on a fait donc ce type de choses, toujours pareil, avec une collaboration très étroite avec les équipes de CMA-CGM, et en particulier ces données liées aux données AIS. Voilà, donc en fait, les résultats, bon, bah, c'est qu'on peut planifier maintenant des routes de façon très efficace. Et en fait, aujourd'hui, les algorithmes développés par ProBise sont à l'état de l'art, c'est-à-dire bon, en fait, meilleurs que ce qu'on peut trouver dans le monde académique, on va dire. Voilà, donc je pense que je suis à la fin. J'espère que j'ai ni été trop long ni trop court. Voilà, si vous avez des questions, ou moi et Kevin, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très, très clair. On n'a pas de questions, ou alors je ne les vois pas dans l'onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à en poser si vous en avez si vous voulez des précisions, ou des clarifications, ou ouvrir le débat sur certaines choses. On va attendre 2-3 minutes. J'ai peut-être une question sur justement, qui est spécifique à l'utilisation militaire de techno, on va dire, civile. C'est souvent dans une approche duale, où vous avez également des technos qui sont pur usage militaire, et dont vous ne pouvez peut-être pas parler, hein, d'ailleurs. Alors, Vous avez le droit de dire que vous pouvez pas en parler. je crois que c'est un peu le cas. Je crois que c'est un peu le cas pour tout ce qui est détection d'objets. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Là, au début, j'ai montré qu'on avait tout ce qui était reconnaissance d'images dans des zones multispectrales. Bon, c'est plus confidentiel, on va dire. D'accord. Donc, l'usage militaire de la technologie peut exister sans usage civil, quelque part. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. À chaque fois, disons, ce que j'ai voulu montrer là, c'est que ce sont des grands types de problèmes. Par exemple, la planification de route, c'est clairement lié à l'optimisation et à l'utilisation de bases de données géographiques, qui peuvent être météorologiques, etc. Et donc, en fait c'est quand même quelque chose qui, disons, demande en fait les mêmes outils. Il faut savoir lire les cartes, il faut savoir construire des modèles géométriques optimisés pour activer les calculs sur ces cartes. Il faut savoir faire différents types d'optimisation, souvent de l'optimisation quadratique sous contrainte linéaire. Donc, avoir toutes les boîtes à outils qui vont bien. Et donc, finalement, à la fin, ça va être cette interaction qui fait que ce sont des applications duales. Hein. D'accord. On a une question concernant le temps de calcul d'un plan de vol de missile, donc en mode classique, ou avec les méthodes que vous avez mises en place. C'est de l'ordre de la minute, enfin un peu plus, 3-4 minutes, on va dire, ce genre de choses, pour un missile tiré à 300 km.
Parce qu'en fait, voilà, il faut quand même voir que quand on à 300 km, bon, les images là, qui sont plus ou moins montrées, c'est dans la région de Grenoble. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est de l'ordre à 3 à 4 minutes. Mais ça, par rapport à, disons, enfin bon, il faut bien comprendre que ce sont des études amont, hein. Par rapport à un système un système de planification de missiles actuel, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus rapide. Bon, mais en même temps, comme les militaires sont des gens prudents, bon, voilà, ils font plein de vérifications bon, qui sont heureusement enfin, naturelles et obligatoires, je dirais. Il faut préciser, ça, Ouais. Emmanuel, que ce genre de projet, enfin, cette planification rentre dans la phase de planification de mission. Donc, c'est une phase d'étude avant de lancer le tir, où les militaires se regroupent et planifient la trajectoire, planifient la mission à proprement parler. Donc, on n'est pas en temps réel, on est vraiment sur la phase amont avant d'avoir lancé le missile et toutes les études potentielles. Et on est plutôt content qu'ils réfléchissent avant d'appuyer sur le bouton, je pense, Emmanuel. Ben, disons, oui, mais je pense que pour avoir fréquenté tous ces gens-là, oui, je pense que c'est quand même des gens extrêmement sensés voilà, qui font attention, quoi. Et le temps justement de planification, là, effectivement, on a le temps, parce qu'on n'est pas on a le temps, on a un peu de... Voilà. Mais il est incompressible, ou si on multiplie, enfin, c'est parallésable, si on change la cible de calcul et on arrive à la diminuer, ou... Bon, disons, ça paraît long, 3 minutes, mais non, je trouve que, enfin, non, je pense que ça serait là, bon, ça serait encore améliorable. Bon, on a réfléchi à des systèmes qui permettent, parce que 3 minutes par rapport à un vol, bon, vrai donc, si vous voulez, c'est quand même encore de l'ordre où on pourrait replanifier pendant la mission, hein. C'est quand même, c'est encore cet ordre-là. Là, il s'agissait plutôt de prendre en compte, bon, si vous voulez, bon, les exemples d'école, c'est plutôt, voilà, la cible va changer parce que, ben, voilà, la cible change au dernier moment. La trajectoire en elle-même, elle est presque bonne, mais bon, la cible change au dernier moment. Et là, bon, c'est ce genre de choses qu'on voudrait pouvoir replanifier assez vite. Ok, merci. D'autres questions dans le chat? Parce que j'en vois pas arriver. En attendant, on a enregistré la réponse, enfin, pardon, toute la présentation, donc ce sera rediffusé et mis en ligne sur YouTube. Je pense que les coordonnées d'Emmanuel et de Kevin figuraient sur la première slide, donc n'hésitez surtout pas à les recontacter si vous voulez en savoir plus, si vous avez effectivement des projets similaires ou des compétences qui pourraient être cohérentes avec ce qui a été présenté. Et puis, si je ne vois pas d'autres questions, on va retourner à nos activités avant de partir en week-end. Donc, une autre Une dernière question. question. Oui, je l'ai vu. Donc, la question, c'est comment est-ce que vous voyez l'évolution du besoin de l'armée? Alors, je n'ai pas complètement... Dans l'AI. Ah oui, dans l'AI, pardon, c'était l'AI que Ouais, enfin bon, là, je vais donner simplement une opinion personnelle, hein, parce que je ne suis pas disons, dans tout ce qui est stratégique, hein. On essaye d'apporter des techniques les meilleures possibles. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui, moi, en tout cas, m'interpellent, ou je trouve. C'est d'abord la prise en compte de l'incertitude, hein. Bon, c'est peut-être pas apparu de façon très claire, mais un champ d'opération est par nature quelque chose d'extrêmement, disons, incertain. Et donc là, on a commencé à faire des études sur la prise en compte de l'incertitude. Bon, on voit bien que 10 mètres d'écart sur une hauteur de vol, ça fait des pourcentages énormes sur les capacités, sur la possibilité pour le système d'être détecté ou pas.
Et comme bon, bah, c'est un peu la zone d'incertitude, c'est ce genre de choses. Donc, la prise en compte de l'incertitude, ça me semble très important. Le deuxième chose sur lesquelles les gens, à mon avis, travaillent, c'est tout ce qui est man-machine teaming. Donc, en fait, cette collaboration homme-machine, on sent bien que dans les domaines de défense, ça doit quand même être l'homme et les opérateurs qui, finalement, voilà, sont responsables et comprennent suffisamment. Donc, il faut des systèmes intelligibles, pas des systèmes. Enfin, il faut qu'il y ait une notion d'intelligibilité des systèmes automatiques qui est quand même très importante. Donc ça, c'est des études, à mon avis, qui doivent aussi être prises, l'explicabilité, l'intelligibilité. Et puis, j'ai signalé au tout départ, il y a ce rapport quand même assez compliqué à maîtriser entre les systèmes de simulation qui sont utilisés pour faire l'apprentissage et la réalité de terrain qui arrivera au moment de l'engagement. On comprend bien que, ben voilà, quoi, que les simulateurs doivent couvrir, pour pouvoir entraîner comme il faut des systèmes de réseau de neurones, doivent couvrir ben, l'ensemble des possibles. Ce n'est pas une question très facile, je dirais, et qui est un peu liée à l'intelligibilité. C'est-à-dire que si l'intelligibilité, c'est oui, ben voilà, je fais confiance à mon simulateur, bon, voilà, ça peut être satisfaisant, mais ça peut aussi ne pas l'être. Donc, oui, je crois qu'il y a quand même de grands défis sur l'explicabilité, l'intelligibilité, le rapport entre l'IA et ben, voilà, quoi, les gens qui sont en charge du maniement de ces systèmes d'armes, qui sont ben, par nature très dangereux, quoi. Donc, Au-delà de l'explicabilité, est-ce que l'armée ou la DGA a des enjeux de souveraineté nationale sur bon, évidemment les données, mais également les outils ben, c'est clair. Hein, parce qu'aujourd'hui, nos outils sont majoritairement américains, je pense. ouais. Alors là, bon, disons pour être tout à fait clair, donc sur par exemple tout ce qui est, bon, par exemple donc planification de trajectoire, bon, ben là non, non là le code, tout ça c'est du code propriétaire qui est non. Le code, donc ça c'est planification de trajectoire, idem je dirais parce que quand même c'est pas des architectures terriblement complexes hein, pour tout ce qui est réseau de neurones récurrents, tout ça. J'aurais tendance à dire que là, ce n'est pas trop un problème. Il y a le problème des machines sur lesquelles ces algorithmes tournent. Donc ça, c'est un problème, je dirais, voilà quoi. Bon, avoir des GPU, avoir ce genre de choses, c'est bon, voilà ça. Par contre, avec de possibles backdoors qui sont carrément au niveau du silicium, c'est sûr que c'est un problème. Moi, mais bon, j'aurais tendance à dire qu'au niveau des algorithmes, ça va. Moi, mais bon, au niveau du matériel, c'est peut-être un peu différent, effectivement. Oui, donc il n'y a pas d'enjeu soft sur les environnements de développement IA ou sur les choses comme ça. Non, très sincèrement, je ne crois pas, parce que enfin, les algorithmes d'optimisation, par exemple, bon, voilà, quoi, c'est des algorithmes d'optimisation qui sont maîtrisés, qu'on peut, enfin, donc qui viennent souvent de bibliothèques, mais qui sont comme, enfin, les mathématiques sont maîtrisées et très bien maîtrisées en France. Hein, ça, enfin, Okay. en Europe, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je crois, enfin, j'espère. Très bien, on a le temps éventuellement pour d'autres questions. Donc, on a deux autres questions. Donc, utilisez-vous l'approche des pins pour l'entraînement de vos réseaux de neurones? La première question. Des pins. Alors là, je serais incapable de répondre à cette question. Je ne pourrais pas. Il faut peut-être décrire ce que c'est que l'acronyme PINNS. En attendant, on va prendre la deuxième question. Donc, dans le domaine de la défense, une fois les modèles entraînés puis intégrés dans un système, comment gérez-vous les montées en version de vos algorithmes? Une mise à jour du modèle nécessite-t-elle toujours des tests terrain complets ou est-ce que des simulations suffisent? Bon, alors, à ce niveau-là, enfin, ouais, c'est une question centrale, effectivement, et qui revient un peu à ce que je disais. Je pense que à l'heure actuelle, disons, le changement, je dirais, de modèle doit effectivement faire passer des tests de validation, hein, parce que
comme la notion d'explicabilité et disons, d'intelligibilité du système est quand même finalement relativement faible pour les réseaux de neurones, on va dire ça comme ça. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas, au moment où on fait un upgrade, où on change, on a amélioré, disons, comment il ne faudrait pas requalifier le système. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je recommanderais pour des systèmes d'armes, c'est clair. Et on a la précision effectivement de PINS, qui sont les Physics Informed Neural Networks, et qui croisent effectivement des modèles mathématiques avec des lois physiques. Oui, ben, je pense que voilà, alors ce genre de choses, effectivement, je dirais c'est, alors, pour la détection de comportement, bon, on a bien vu la planification de trajectoire, c'est assez, on va dire, optimisation et manipulation de grosses quantités de données, pour faire très simple. Sur le côté réseau de neurones, alors je dirais que dans les MMT, là, donc Man-Machine Teaming, on n'a pas utilisé de PIMS. Mais par contre, c'est clair que c'est quelque chose de très important. Disons, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que la physique, elle est encodée dans le simulateur. C'est-à-dire que lorsqu'on entraîne, par exemple, les manœuvres d'avion, la dynamique des avions, le simulateur simule la dynamique. Donc, le réseau de neurones va être au courant, si j'ose dire, que les avions ne se décalent pas brusquement sur la droite, qui sont soumis aux lois de la physique. Et ça, c'est effectivement, mais c'est le grand débat sur l'apprentissage et finalement une espèce de notion d'empirisme versus une notion de modèle, hein, qui fait l'objet d'un débat. Mais disons, je dirais que je pense qu'effectivement, le plus on pourra intégrer des lois physiques dans les réseaux de neurones, le mieux ce sera, c'est clair. Merci. Peut-être encore une ou deux autres questions, s'il y en a qui jaillissent dans le chat ou dans la zone questions-réponses. Des remerciements, pas de questions. Donc, merci de partager effectivement le cas d'utilisation. Je me joins à ces remerciements-là. Merci. Merci à vous. Si on n'a plus de questions, je vous propose de clore le webinaire. Encore merci à nos deux intervenants. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de croiser par rapport à l'an dernier où on était plus dans l'explication de la technologie et c'était parfois un peu abstrait. Là, on a des vrais cas d'utilisation, donc c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et bon week-end à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.